Bonjour, bienvenue en Haute-Maurienne pour 4 jours de photographie de paysage. J'espère que vous allez prendre du plaisir à nous accompagner en montagne. Et nous voilà dans la plaine de Bessan, dans un super cadre avec, je sais plus, Charbonnel. Et nous voilà dans un cadre 3 étoiles pour commencer le cours et faire cette introduction à la photographie de paysage avec Charbonnel derrière nous, 3750 qui surplombe la plaine de Bessan, donc une magnifique face nord. Et comme vous voyez avec des couleurs d'automne orangées qui contrastent avec le bleu. Enfin bref, le cadre parfait pour faire cette introduction. Comment déterminer quel profil de photographe vous avez? Pour cela, il faut déjà s'intéresser à l'appareil photo en lui-même et à sa façon de voir le monde. Parce qu'en effet, l'appareil photo voit complètement différemment de nous. Et de cette prise de conscience va découler votre stratégie de photographe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il peut y avoir 3 types de façons d'être de l'appareil photo. Il peut être, dans certains cas, plus performant que l'œil humain. Par exemple, les appareils modernes voient beaucoup mieux la nuit que nous. Donc on pourra mettre à profit ces capacités pour faire de superbes photos de nuit. Parfois, c'est exactement l'inverse. Et s'il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est la dynamique du capteur. La dynamique du capteur, c'est la capacité de l'appareil photo de voir dans les hautes lumières et en même temps dans les ombres. Et un exemple tout trouvé, c'est le contre-jour. L'appareil photo s'en sort très mal par rapport à l'œil humain. Et troisièmement, parfois l'appareil n'est ni meilleur ni moins bon que l'œil humain, il est juste différent. Par exemple, avec les perspectives. Quand vous êtes au très grand angle ou que vous zoomez très fort, vous allez avoir les objets et les lignes qui se déforment. Et ça, l'œil humain ne le connaît pas comme ça. Donc c'est juste différent. Voilà pour cet état de fait. Maintenant, on va voir ce qui fait que vous allez choisir quel profil vous avez de photographe. Alors face à cet état de fait, cette différence de perception entre l'œil humain et l'appareil photo, vous allez devoir vous situer en tant que photographe. Certains vont décider de s'accommoder de la perception de l'appareil et de absolument rien changer. Ils feront pas de post-production, ils prendront la photo telle qu'elle sort de l'appareil. Alors souvent il y a une confusion, on croit que cette façon de faire est la plus naturelle, celle qui ressemble plus à la réalité. Eh bien pas du tout, puisque par exemple dans le cadre d'un contre-jour, avec les yeux, en étant présent sur la scène, on aura très bien vu dans les ombres, alors que sur l'appareil photo, sur la photo, les ombres seront entièrement noires. Mais notre bagage culturel fait qu'on s'est habitué à cet état de fait et qu'on considère la photo comme étant extrêmement naturelle, même quand elle est comme ça et qu'elle ne ressemble pas du tout à ce qu'a perçu l'œil humain. Voilà. Il y aura une autre attitude qui consistera à ne pas retoucher les photos, mais par exemple à la prise de vue, à employer tout un tas de matériel pour arriver à ses fins. Comme par exemple déclencher des flashs à distance, apporter des lumières ou même utiliser des objectifs spéciaux, des filtres, tout un tas de choses. Mais par contre on se contente également de sortir la photo de l'appareil et on ne fait rien dessus après. Il y a un troisième état d'esprit qui consiste à faire une post-production légère, par exemple éclaircir un petit peu les ombres pour compenser le manque de dynamique, par exemple. Des choses assez simples, corriger par exemple les défauts d'un objectif, sa distorsion, le fait qu'il déforme les lignes droites, voilà, des choses basiques. Et enfin, il y a une quatrième catégorie dans laquelle je me situe, qui consiste à essayer de tout mettre en œuvre, toutes les techniques, afin d'avoir une photo qui correspond à l'intention artistique qu'on avait à la base. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette intention artistique? Ça peut être assez varié. Pour moi, ça va être de faire en sorte que la photo dégage une émotion comparable à celle que j'avais lorsque je l'ai prise. J'essaie de retrouver la lumière,
tout un tas de choses qui m'ont parlé lorsque j'ai pris la photo. Voilà. Et pour cela, je vais utiliser des techniques complexes, que ce soit à la prise de vue, en post-production, pour revenir vraiment vers ce que j'ai en tête. Pour vraiment avoir une photo qui se rapproche de l'intention artistique qu'on avait, on peut utiliser pas mal de matériel à la prise de vue et ensuite des techniques en post-production. Je ne vais pas aborder maintenant les techniques de post-production, ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure, mais je vais déjà vous parler du matériel. Alors souvent on croit que les photographes de paysage ont énormément de matériel, ça peut être vrai, mais tout ce matériel n'est pas indispensable. Et moi-même je me trimballe souvent beaucoup de matos dont je ne me sers pas effectivement lors de mes sorties. Je vais vraiment vous montrer ce qui est absolument essentiel d'avoir sur soi. Alors c'est pour ça que j'ai pas encore enlevé mon sac, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Premièrement, je dirais que le plus important pour moi en ce qui concerne la bagagerie, c'est d'avoir une sacoche ventrale. Tout simplement parce qu'un appareil photo qui n'est pas à portée de main est un appareil photo dont vous ne vous servirez pas. Donc là, j'ai une sacoche qui me permet d'être ouverte comme ça et de sortir un appareil avec même un téléobjectif, ça rentrera. En plus, j'ai plusieurs poches qui me permettent d'attraper les batteries supplémentaires et les autres accessoires dont on a toujours besoin sans avoir enlevé mon sac à dos. Voilà, donc ça c'est vraiment l'accessoire dont je ne pourrais pas me séparer. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac et mon sac aussi par la même occasion. Donc vous voyez que ma pochette est accrochée avec des petits mousquetons et des sangles que j'ai rajoutés. Alors vous voyez que j'ai un trépied, je vais vous en parler un petit peu plus après. Mon trépied est accroché de façon assez spéciale, normalement il est prévu pour être accroché là, mais moi je le mets là parce que si je le mets là, j'ai du mal après à ouvrir mon sac. Donc vous voyez, tout est fait pour faciliter la manipulation du matériel. J'enlève le trépied et je vais vous montrer mon sac et ce qu'il contient. Alors déjà le sac en lui-même, c'est un sac Lowpro, une marque qui a fait ses preuves en termes de solidité, tout comme la pochette d'ailleurs. Et j'ai pris le plus grand possible, tout simplement pour le confort de portage. En effet, avant j'avais un sac plus petit, dans le but d'être plus léger, mais il me faisait horriblement mal au dos parce qu'il n'était pas confortable, alors que celui-ci a une grosse sangle ventrale et on peut le charger très lourd, aisément. En plus il a une housse de pluie qui permet d'éviter de mettre en danger le matos. En photo de paysage, c'est important, au cas où il se met à pleuvoir en pleine séance. À l'intérieur, il y a de nombreux compartiments. Là, il est assez vide pour l'instant, mais je dirais qu'il y a suffisamment pour faire une belle sortie de photo. Je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai deux objectifs. J'ai un téléobjectif, un 70-200, qui va me servir si je veux, par exemple, compresser des plans, j'en reparlerai pour la suite. Je m'en sers pour à peu près 10%, voire moins de mes photographies. Donc, c'est absolument pas indispensable et ça vous fera gagner au moins 1,5 kg. Ensuite, j'ai un très grand angle, un 14 mm, qui permet, lui, de cadrer très très large. C'est un classique de la photo de paysage d'avoir un très grand angle. Je m'en sers pas tant que ça non plus, je vous expliquerai dans quelques secondes pourquoi. Enfin, j'ai un 24-70. Ça, c'est ce que je pourrais appeler mon workhorse, c'est-à-dire l'objectif que j'ai presque tout le temps sur mon boîtier et qui va beaucoup me servir. Alors c'est un petit peu particulier pour un photographe de paysage d'avoir cet objectif sur le boîtier. La plupart des photographes de paysage vont avoir plutôt un grand angle. Ma particularité, c'est que je fais beaucoup de photographies panoramiques, c'est-à-dire des photographies faites en assemblant plusieurs photographies. Je vous expliquerai par la suite pourquoi j'utilise cette méthode, mais le fait est qu'en prenant plusieurs photos, j'arrive à cadrer aussi large, voire même plus large qu'un grand angle. Donc en gros, cet objectif me permet de tout faire en utilisant la technique de la panoramique. Sur mon objectif, j'ai un filtre polarisant, et même d'ailleurs sur le petit appareil qui me filme. Ah, on a un tracteur qui se rapproche, je vais le laisser passer et on reprend tout de suite après. Alors voilà, notre tracteur s'est éloigné, on va pouvoir reprendre notre explication. J'en étais sur le filtre polarisant, qui pour moi est un accessoire quasiment indispensable pour le photographe qui veut faire du paysage.
Pourquoi? Le fil polarisant a un effet très fort sur plusieurs cas de figure. Premièrement, quand vous avez des gouttelettes d'eau en suspension dans l'air qui font que le ciel a l'air délavé, le fil polarisant va éliminer la réfraction de la lumière sur ces gouttelettes d'eau et rendre le ciel à nouveau d'un bleu intense. De même, tout ce qui est reflet sur le feuillage, à la surface de l'eau ou même sur un pare-brise de voiture, quand on va tourner le fil polarisant, ces reflets vont disparaître et on va retrouver la couleur intense qu'il y avait et l'absence de reflets. Donc ça, c'est très important, notamment par exemple pour une personne qui ne voudrait absolument pas post-produire ses photos. Le fil polarisant lui assurera d'avoir direct des couleurs nickel dès la prise de vue. Donc c'est un accessoire vraiment très important. Alors je viens de vous parler des 4 cas de figure principaux, des 4 types de photographes. Celui qui veut absolument pas retoucher, celui qui veut agir sur la photographie mais pas par la post-production, plutôt en utilisant du matériel. Donc celui-là par exemple, en plus d'avoir un fil polarisant, peut-être qu'il va utiliser d'autres types de matériel. Qu'est-ce qu'on trouvera? On trouvera par exemple des filtres. Vous avez des filtres qui sont des filtres simplement UV pour protéger, transparents pour protéger votre objectif, le fil polarisant, et vous allez avoir d'autres types de filtres, notamment celui-ci qui est un filtre dégradé gris neutre. Comme vous le voyez, il a une partie transparente et une partie plus sombre avec un dégradé entre les deux. Bon, quand on aura un problème à la prise de vue de ciel qui est trop clair, donc à cause du manque de dynamique de l'appareil photo, il ne sera pas capable de voir à la fois le ciel qui est clair et le sol qui est sombre, et on utilisera ce filtre pour rééquilibrer la lumière entre les deux. C'est exactement ce qu'on ferait sous Photoshop ou sur Lightroom avec un filtre numérique, sauf que là c'est un filtre matériel qu'on met devant l'objectif à la prise de vue. Également, il y a des filtres qui vont permettre de faire des très longues pauses de 30 secondes en plein jour, par exemple pour flouter l'eau. Et là, ça sera des filtres complètement noirs qui laissent passer très peu la lumière. Donc en laissant passer très peu la lumière, ils vont demander de mettre des temps de pause très très longs. Voilà. C'est presque de la retouche matérielle en fait, en quelque sorte. Moi j'utilise assez peu ces filtres parce que j'ai fait le choix de me faciliter le plus possible la tâche à la prise de vue pour être vraiment sur la créativité et la réactivité, et par la suite de prendre mon temps chez moi devant l'ordi pour vraiment arriver au résultat que je veux obtenir. Voilà. Mais c'est un choix personnel, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en ça. Okay. Voilà, maintenant que cette présentation succincte du matériel a été faite, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Pour savoir quelle stratégie vous allez adopter pour faire vos photos, vous avez besoin de distinguer 3 types de modifications qui sont possibles sur les images. Ce qui veut dire, quand vous faites votre prise de vue, vous aurez des choses qui seront facilement modifiables par la suite une fois que vous êtes rentré chez vous. Comme par exemple le cadrage. Faire un léger recadrage sur sa photo, c'est quelque chose de très facile et ça permettra d'affiner la composition et le cadrage de votre photographie. Il y a d'autres techniques qui sont possibles mais qui sont beaucoup plus difficiles, c'est une deuxième catégorie. Par exemple, si vous aviez un contre-jour et que vous voulez quand même voir dans les ombres qui sont devenues noires, il y a des techniques dont je parlerai dans d'autres vidéos qui permettent par exemple de prendre une photo claire, une moyenne et une beaucoup plus foncée, et à l'aide de ces 3 versions, on arrivera à avoir une photo où on a toute la lumière possible depuis les zones les plus claires jusqu'aux zones les plus foncées qui seront donc éclaircies. Voilà. Et enfin, la 3e catégorie, c'est ce qui n'est pas modifiable après la prise de vue. Et j'attire votre attention là-dessus parce que s'il y a bien une catégorie à laquelle vous devez faire attention, c'est celle-là. Car celle-là, on ne pourra plus rien faire après pour rattraper la sauce. Cette catégorie, elle comporte plusieurs éléments. Et notamment, le plus important, celui sur lequel j'insiste toujours, c'est le cadrage et la composition. En effet, si vous êtes mal situé par rapport à un élément important qui est votre premier plan, par exemple un arbre ou quoi que ce soit d'autre, vous ne pourrez pas chez vous décider de vous décaler de 20 mètres sur la droite par rapport à l'arbre. C'est cuit, c'est trop tard. Donc,
votre concentration sur le terrain, elle doit vraiment être en premier lieu sur ça, sur un bon cadrage, une bonne composition. D'ailleurs, qu'est-ce que le cadrage, qu'est-ce que la composition? Le cadrage, c'est ce que vous décidez d'inclure dans votre image, et la composition, c'est comment vous vous placez par rapport aux objets qui sont dans votre image pour qu'ils se situent les uns par rapport aux autres. Voilà, je vais vous montrer quelques exemples, comme ça vous paraîtra beaucoup plus clair. Alors une deuxième chose qui ne peut absolument pas se modifier par la suite, c'est tout simplement la qualité de la lumière. Si le jour où vous prenez vos photos, vous n'avez pas une bonne lumière, vous pourrez faire vraiment des gros bidouillages après par la suite pour essayer de rattraper le coup. Mais déjà éthiquement, moi ça me convient pas. Et puis deuxièmement, vous n'arriverez quand même pas au même rendu que si vous aviez une très bonne lumière le jour de la prise de vue. Dans le même style, vous allez avoir aussi l'atmosphère. Par exemple, une photo prise à midi avec une lumière dure, évidemment ça ne sera pas comparable avec la même un matin où par exemple vous avez une brume qui envahit tout ou une condition atmosphérique qui fait qu'il y a de l'ambiance. Voilà. Rien ne remplacera jamais l'ambiance qu'il y a à la prise de vue. Ça c'est très important. Et enfin, je dirais que la dernière chose qui ne peut pas se modifier, c'est le cas où il y aura un instant décisif. Ça, on l'évoque souvent moins en paysage où c'est plutôt une photo contemplative où on a le temps de se mettre en place. Mais imaginons par exemple que vous êtes en train de composer un paysage et que d'un coup un cerf sort du bois et vient se placer superbement dans l'image. Évidemment, s'il est mal placé, qu'il a la tête mal tournée, que c'est pas esthétique, on ne pourra rien faire par la suite. Donc parfois, même en paysage, c'est important de savoir réagir vite pour fixer un instant décisif. Et souvent les plus belles images sont la concordance d'une belle ambiance, d'un instant décisif, d'une belle lumière. Voilà. Plus on a de ces critères réunis, meilleure sera l'image. Donc j'espère que ces éléments vous ont aidé. Maintenant on va passer à une autre partie. Je vais vous montrer l'étendue des réglages possibles en paysage pour vous aider à faire vos choix quand vous êtes face à une scène, comment régler son appareil. On voit ça tout de suite. Et voilà, notre escapade en Maurienne est maintenant terminée. Je suis de retour à Grenoble pour une étape très importante, la post-production. Alors avant d'en venir à la post-production, je vais plutôt décrypter comment se passe une séance de photos de paysage. J'organise régulièrement des sorties en montagne autour de Grenoble et je constate qu'il y a souvent les mêmes interrogations qui reviennent pour mes participants. Ils ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils regardent leur appareil et cherchent les réglages qu'il faut lui appliquer. Alors moi je ne vais pas vous expliquer ce que vous devez faire puisque ça va dépendre de votre créativité et de votre envie en photographie. Je vais plutôt vous expliquer ce que vous pouvez faire. Voilà. Quels choix sont à notre portée en photographie? Qu'est-ce qu'on maîtrise? Comme ça, une fois que vous aurez un éventail complet de ce que vous pouvez faire, vous pourrez choisir ce que vous allez faire. Alors pour cela, j'ai pris à peu près une demi-journée pour prendre en photo un lieu qui est peut-être pas le plus beau de la vallée, mais il était pratique d'accès, il était juste à côté du gîte où je me situais, et il m'a permis de réfléchir, de mettre à plat tous les éléments qui sont à notre portée en photo de paysage et ainsi de synthétiser les moyens, les réglages, que ce soit les réglages techniques ou que ce soit les possibilités de cadrage que l'on a en photo de paysage. Alors vous allez voir, c'est très exhaustif. Donc là on est sur Lightroom, le logiciel que j'utilise pour traiter, trier également mes photos et également les retoucher dans un deuxième temps. Donc comme ça, en même temps que vous voyez les photos, ça vous fait découvrir le logiciel, sur lequel je ferai un cours par la suite. Alors vous voyez, on a énormément de photos qui représentent le même paysage. Il y en a 87 exactement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces photographies sont toutes différentes. Alors, vous voyez qu'à la fin, on s'est un peu étendu sur un autre endroit. On va passer en revue ce qui les distingue. Et je les ai groupés dans différents dossiers qui vont nous permettre de mettre nos idées au clair.
Alors pour présenter très succinctement, on verra qu'en photographie de paysage, on peut agir sur l'exposition. Alors je referai un petit rappel, l'exposition c'est quelque chose qu'on aborde en profondeur lors du cours fondamentaux numéro 1. Voilà, l'exposition c'est la quantité de lumière qu'on a sur notre photographie. On verra également les possibilités que l'on a par rapport à la profondeur de champ. Alors la profondeur de champ, c'est la même chose, c'est quelque chose qu'on aborde aux fondamentaux numéro 1. En fait, c'est l'étendue de la zone de netteté qu'on a sur l'image. Par exemple, si je zoome sur cette image, on voit qu'elle a été prise à 1/500e de seconde avec une ouverture de f2,8. Si je zoome sur la cabane, alors on va laisser au logiciel le temps de charger l'image. À f2,8, on s'aperçoit que la cabane est très nette. En revanche, la montagne est beaucoup moins nette. Et si maintenant on passe sur une image qui a été prise à 1/60e f8, on va constater que notre cabane est toujours aussi nette en principe. Voilà, elle est chargée. Mais maintenant, on a une montagne qui est beaucoup plus nette que la photo d'avant. Pourquoi? Parce que la profondeur de champ maintenant l'englobe. Si on met les deux photos en comparaison, on voit bien à gauche on a l'ouverture à f8, c'est très net. À droite, avec une ouverture à f2,8, c'est beaucoup moins net. Donc vous voyez, ça va être une série d'études, de cas, qui vont être très utiles pour déterminer les possibilités que l'on a en photo. On verra tout ce qui est lié à la focale que l'on utilise. Est-ce qu'on va compresser les plans ou est-ce qu'au contraire on va étirer les perspectives? On voit bien que le résultat n'a rien à voir. On pourra aussi étudier des variations de cadrage et de composition avec des cadrages horizontaux, des cadrages verticaux. Et on voit bien que sur un même lieu, on peut obtenir des résultats radicalement différents, parfois à quelques mètres d'intervalle. On étudiera également la mise au point, l'impact de la vitesse. Vous voyez, là on voit très vite l'impact d'une vitesse lente en plein jour, avec une vitesse plus rapide. Voilà, merci à Sabrina qui m'a servi de modèle pour ces essais-là. On verra également le matériel, on en a parlé dans la vidéo, mais la différence entre une photo prise sans filtre polarisant ou avec. On verra également des choses liées au macro-positionnement. Macro-positionnement, c'est étudier un lieu de façon globale pour choisir quels angles peuvent produire les meilleures photos. Parfois, on arrive au bord d'un lac et on commence à photographier le lac alors qu'on vient juste d'arriver et puis on s'aperçoit, alors que le soleil est presque couché, que c'était en étant de l'autre côté du lac qu'on avait le meilleur point de vue. Donc pour éviter ce genre d'erreur, il faut bien prendre du temps sur le macro-positionnement. Une fois qu'on a déterminé qu'il y avait une photo sous cet angle précis, eh bien intervient le micro-positionnement. On voit bien qu'entre cette photo-là et cette photo-là, il y a un déplacement qui est très très faible et pourtant le rendu n'a rien à voir. Voilà. On verra également tout ce qui est lié à l'étirement ou à la compression des plans. On voit bien que sur cette photo, je vais agrandir un peu les vignettes. L'avant-plan est fortement étiré et est très présent avec le dallage et la cabane et la montagne sont déjà très loin, alors que sur la photo d'à côté qui est prise en zoomant beaucoup plus fort, on a une compression des plans avec une montagne qui apparaît beaucoup plus massive. On verra ce qui est lié à la sensibilité et notamment l'apparition du bruit numérique. Et puis je finirai avec la photo panoramique et la capacité qu'elle nous donne de prendre une vaste scène en photo. C'est également un piège puisque quand on prend tout, on prend rien de précis et on ne montre plus qui on est et le regard que l'on a sur le monde. Donc la panoramique, c'est une photo à double tranchant. Voilà, donc on va maintenant tout reprendre à zéro et étudier ça en profondeur. Alors en guise de conclusion, j'aimerais vous dire quelque chose qui est très important pour moi. De quoi découle une bonne photo de paysage?
c'est la conjonction de 3 facteurs qui se sont mis en place. Premièrement, il va y avoir des facteurs liés au matériel qu'on a utilisé. Deuxièmement, il va y avoir un facteur qui est lié à la technique que l'on a décidé d'utiliser, là ou les techniques. Et enfin, le dernier facteur, il est lié au photographe lui-même, à son comportement. Et son comportement, on pourrait le décomposer à nouveau en 3 caractéristiques. Premièrement, sa créativité. Vraiment, qu'est-ce qu'il a envie de mettre dans son image, son inventivité pour faire quelque chose d'original ou qui lui est propre. Deuxièmement, son engagement psychologique. Et là, on pourrait rattacher à la motivation par exemple à se lever tôt, des choses comme ça, et puis sa pugnacité. Par exemple, il fait toutes ses photos, il se rend compte qu'il a raté son réglage, et au lieu de laisser tomber alors qu'il voudrait rentrer, il va tout recommencer. La pugnacité, ne pas lâcher le morceau. Et puis troisièmement, l'engagement physique. Quand on se rend compte parfois que la photo serait encore plus belle si on était 20 mètres plus haut, à ras la cascade, alors pourtant c'est un peu raide, c'est pas très commode d'y aller, mais quand même on y va, il fait froid, on va en haute montagne, on serait mieux au milieu de la rivière pour faire la photo, on rentre dans l'eau en enlevant ses chaussures, ces petites choses là qui font qu'on obtiendra des photos d'un niveau supérieur. Donc je finis avec ça, c'est ma conclusion. C'est important que vous ayez une réflexion sur où est-ce que vous vous situez entre ces 3 facteurs. Est-ce que vous, votre truc, c'est d'employer des techniques complexes parce que ça vous passionne, des techniques à la prise de vue ou à la post-production? Est-ce que votre truc, vous, c'est l'engagement physique, aller faire de la photo en haute montagne, à califourchon sur une crête, pour obtenir des images qui sont rarement vues, puisqu'il y a peu de monde qui va mettre en œuvre cet engagement physique? Est-ce que votre truc, vous, c'est la créativité? Vous avez un concept, vous voulez photographier le même paysage à différents moments de l'année, vous retournez sur place pour voir l'évolution. Vous avez vos idées et vous allez mettre en œuvre de l'énergie pour aller jusqu'au bout de vos idées. Voilà, et enfin, malheureusement, il y a beaucoup de photographes qui vont décider de mettre leur énergie dans la dernière partie, dans le matériel. Ils pensent que le dernier objectif à la mode, que le boîtier le plus cher de la gamme va faire en sorte qu'ils feront de belles photos. Malheureusement, ce profil de geek, alors attention, moi je suis un geek du matériel également, mais j'essaie d'investir de l'énergie dans les autres secteurs. Ceux qui n'investissent de l'énergie que dans le matériel, on les reconnaît souvent parce que finalement ils font assez peu de photos et ils s'investissent personnellement assez peu, ils comptent trop sur le matériel. Donc moi je vous invite, la passion de la photographie, elle réside dans les 2 autres secteurs, c'est-à-dire se laisser rêver et avoir des idées, des concepts, envie de réaliser des choses artistiquement, et puis après mettre en œuvre des techniques pour aller au bout de ces idées et avoir une photo finie qui nous plaît et dont on est fier. Donc je vais essayer de vous emmener sur cette voie avec moi dans la suite de ces vidéos. Alors dans les semaines à venir, je publierai de nouvelles vidéos, certaines gratuites qui auront pour but de vous apprendre les bases de la photographie, de paysage et dans d'autres thèmes. Et puis je vais vous proposer des formations complètes, beaucoup plus techniques, qui vous apprendront en détail des techniques spécifiques. On va commencer par le paysage, notamment comment je réalise certaines photographies. Donc pour vous tenir au courant de la sortie de ces vidéos, le plus simple c'est de vous abonner à ma page Facebook ou à la chaîne YouTube que je viens de créer, et j'espère vous revoir très bientôt. Voilà, je vous laisse avec le charbonnel et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.